Bonjour à tous et bienvenue au mardi de l'IHESEF dans les locaux de l'Institut. Et tout d'abord, tous mes vœux pour cette nouvelle année, mes vœux de réussite pour vous, mais aussi pour les étudiants et les élèves. Le sujet du jour, la réforme de la voie professionnelle et les campus des métiers et des qualifications. Nous allons d'ailleurs aborder ce thème via la réussite de nos élèves. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Sylvaine Paul. Sylvaine, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Excellente année à tout le monde. Donc Sylvaine est aussi ingénieure de formation à l'Institut. Avant peut-être de développer un peu plus notre sujet, je voulais vous rappeler les méthodes d'interactivité avec notre émission pour que vous puissiez poser vos questions tout au long de cette heure. Le hashtag direct IH2EF sur Twitter, mais aussi menti.com avec le code qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, donc notre sujet du jour sera abordé par de nombreux invités, des praticiens, des universitaires qui vont nous apporter leur éclairage, leur témoignage. Mais pour vous présenter le sujet, peut-être vous dire que c'est la voie professionnelle est peut-être un petit peu moins développée en France que dans d'autres pays pour l'instant, mais il y a une évolution qui est en train de se faire, notamment avec la réforme depuis 2018, avec la possibilité pour les élèves de seconde de suivre des enseignements de découverte des métiers pour ensuite choisir leur spécialité, mais aussi d'avoir du coup enseignement entre des matières disciplinaires et techniques et de réaliser un chef-d'œuvre en fin de parcours qui permet une coopération développée et aussi de l'interdisciplinaire. C'est aussi des liens forts qui se développent entre le monde professionnel et le SUP, notamment avec les campus des métiers et des qualifications et les campus des métiers et des qualifications d'excellence, avec un lien fort avec les bassins d'emploi, mais aussi la recherche, ce qui permet de développer des liens entre l'emploi, l'économique, la recherche et l'enseignement supérieur, donc l'insertion professionnelle. Tout au long de cette émission, nous allons essayer de répondre à deux grandes questions, on va en tout cas tenter. C'est comment la réforme de la voie professionnelle facilite l'entrée des élèves dans le supérieur, mais aussi comment le développement des campus des métiers et des qualifications y contribue à l'insertion des élèves et aussi pour une meilleure poursuite d'études. Pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Troget, qui est maître de conférence émérite à l'Université de Nantes, qui travaille au Centre de recherche d'éducation de Nantes. Monsieur Troget, bonjour. D'abord, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais répondre en deux temps. D'abord en présentant un tableau rapide de ce qu'on sait aujourd'hui sur les élèves de lycée professionnel, mais en orientant plutôt sur ceux qui réussissent. J'ai choisi d'être un peu différent des approches habituelles qui ont tendance, côté de mes collègues sociologues, à insister sur les orientations par défaut et les difficultés que connaît ce public. Là, j'ai choisi de commencer par des informations sur les publics qui réussissent au lycée professionnel, donc des tableaux statistiques qui permettent de dégager un certain nombre de tendances. Et puis, dans la deuxième partie de cette brève intervention, je mettrai ces résultats sur les publics en relation avec ce que je sais des campus des métiers et des CMQ d'excellence. Voilà. Donc, pour commencer, un premier tableau que j'ai extrait de la recherche que nous avions faite entre 2009 et 2013 à Nantes sur les
les élèves de lycée professionnel. Je vais aller très vite, hein, je vais en tirer juste quelques éléments d'information. C'était une recherche donc sur 500 élèves et c'était fait pour essayer de mesurer les effets de la réforme du bac pro en 3 ans à l'époque sur ces publics. Et ce que notre enquête avait, alors on a tiré un livre, hein, donc ceux qui voudraient creuser la question, j'ai donné les éléments du bouquin, le bac pro, impasse aux nouvelles chances. Mais ce que je retiens serait simplement pour aujourd'hui, c'est que ce qui nous avait surpris, c'est qu'au moment dans notre enquête, on demandait aux élèves dans quelles conditions ils avaient choisi l'ELP, comment ils avaient été orientés, et comme le montre ce tableau, vous pouvez le voir, 87% d'entre eux nous avaient répondu qu'ils avaient demandé la voie professionnelle en premier choix. 71% pour les LP et 16% pour l'apprentissage. Et au moment où nous les interrogions, alors évidemment c'était très près de la rentrée, c'était en octobre 2009, 81% d'entre eux étaient satisfaits de l'orientation. Donc déjà un premier point pour ces publics-là. Alors nous étions uniquement en Pays de la Loire, les situations peuvent être différentes dans d'autres régions, mais en tout cas, pour ce public et en Pays de la Loire, il y avait un premier choix qui était l'enseignement professionnel. Donc, on ne pouvait pas parler d'un choix par défaut, même si après, on peut réfléchir un peu sur cette question en plus en détail, mais c'était un choix assumé. Et j'ajoute, hein, c'est important, que 60% d'entre eux, enfin 59% en seconde et 61% une fois qu'on les a revus en terminale, souhaitaient poursuivre en BTS. Donc, voilà, c'était déjà un premier constat des élèves qui avaient choisi majoritairement le LP et qui le choisissaient avec un projet de poursuite d'études. Alors, ce que montre la deuxième diapositive que je vous expose maintenant, c'est tiré d'une enquête qui est plus récente, de 2017, qui a été conduite par Priska Kergoat et d'autres chercheurs, sur les conditions de vie, de travail et les choix d'affectation des élèves de lycée professionnel. Et cette étude leur avait permis de distinguer 5 catégories d'élèves. Là, j'ai retenu les 2 catégories de leur typologie, qui sont ceux qui correspondent aux élèves qui réussissent, qui se sentent plus exactement, qui sont satisfaits de leur orientation au LP. Ils en distinguaient 2 groupes. Le premier, donc un peu plus de 23% des élèves du panel représentatif, 1000 élèves interrogés en Île-de-France et en Midi-Pyrénées. Donc 23% étaient plutôt des garçons, qui venaient de familles dont la mère était souvent employée et n'était pas au chômage. C'était des familles avec des stabilités d'emploi. Et ces garçons se disaient, alors parfois quelques filles, mais beaucoup de garçons, se disaient satisfaits de l'orientation et de la spécialité demandée, estimaient avoir de bonnes relations avec leurs enseignants, une préférence pour les matières professionnelles et un projet de poursuite d'études en BTS. Et la deuxième catégorie de ces élèves qui étaient satisfaits du LP, 18,2%, ça c'était plutôt des filles, plus souvent issues des familles de l'immigration, avec souvent un père ouvrier, mais là aussi des familles qui ne connaissent pas le chômage du côté des parents. Et ces jeunes filles et quelques garçons se disaient eux aussi satisfaits de l'orientation, soulignaient qu'ils étaient parfois dans un lycée un peu difficile, mais qui s'y adaptaient, et trouvaient qu'ils préparaient un métier qui était valorisé dans la société. Eux aussi manifestaient une bonne relation avec leurs enseignants, mais avec une préférence quand même pour les situations de stage. Et ces élèves-là avaient aussi un projet d'études en BTS. Donc je dirais que pour résumer cette étude, 2 points. Premièrement, les familles quand même sont des familles qui n'ont pas connu le chômage, des familles populaires mais qui n'ont pas connu le chômage. Donc il y a un rapport forcément positif au métier qu'elles exercent. Et puis le rôle des enseignants, hein, ces élèves soulignent le point important qui est pour eux la bonne qualité des relations aux enseignants en LP et le projet d'études en BTS. Voilà pour cette deuxième analyse. Alors j'en arrive à la troisième diapositive. Là, j'ai pris les taux d'insertion des bacheliers professionnels. Alors là, ça ne concerne pas que les bons élèves, les élèves heureux, ça concerne l'ensemble des bacs pro. Il s'agit des chiffres de 2019, où vous voyez que, alors il y a plus exactement, il y a 2 chiffres. Il y a une enquête de 2017, qui était une enquête sur 10 ans, qui avait été faite sur une génération d'élèves qui étaient rentrés en bac pro qui étaient sortis de leur bac pro en 2010, et voir ce qu'ils étaient devenus 7 ans après. Et puis les 2 autres colonnes du tableau donnent les résultats 2019 de l'insertion à 2 mois après la sortie du bac.
Et ce qu'on voit très vite sur ces données, c'est que les élèves de bac pro, alors ceux qui sont de la génération 2010, 7 ans après, 81% d'entre eux étaient en emploi avec un emploi à durée indéterminée. Donc, par rapport à la situation globale du chômage aujourd'hui des jeunes en particulier, puisque en 2017, on était à 22% de chômeurs, ils étaient dans la moyenne. Ça correspondait à peu près à la moyenne nationale. Une bien meilleure insertion que les CAP et meilleure insertion que les bacs généraux et technologiques. Les BTS, en revanche, évidemment, ont une plus grande stabilité d'emploi. Et si vous regardez ce qui se passait en 2019, en février 2019, donc pour la génération des bacheliers 2018, alors là, évidemment, les taux d'emploi sont plus faibles parce qu'au bout de 3 mois, beaucoup n'ont pas encore trouvé de travail. Mais là aussi, on voit qu'on est à 50% pour les bacs pro production et 45% pour les bacs pro des services, ce qui est au bout de 3 mois de recherche d'emploi, ce qui n'est pas catastrophique, même si évidemment ça reste difficile dans le contexte actuel. Je souligne au passage, et j'ai fait exprès de distinguer les deux, qu'on voit assez vite que c'est plus facile pour ceux qui ont un diplôme dans les spécialités de production, c'est-à-dire industrielles pour aller vite, de s'intégrer à l'emploi que pour ceux qui ont des diplômes dans le service. Et on va voir que cette question se retrouve assez régulièrement à ce niveau. Voilà donc pour les données. Alors, si on fait une synthèse rapide de ces données sur les publics de LP, disons, en réussite, donc si vous avez vu que l'enquête de Prisca Grégoat les évalue à 40% à peu près des publics, un peu plus de 40% des publics de LP, ceux qui vraiment estiment qu'ils réussissent en LP, ça donne les 5 points suivants. Ce sont des élèves qui assument leur orientation LP, qui ont fait ce choix. C'est un premier choix pour eux. Leur satisfaction répond en fait à une adéquation entre l'aspiration au métier qu'ils souhaitaient et la spécialité qu'ils ont obtenue. On sait que certains nombre d'élèves n'obtiennent pas la spécialité qu'ils demandent, et ceux-là, ils sont plutôt dans les 60% mécontents. Donc ça, c'est une donnée essentielle, c'est que les élèves qui sont contents d'être en LP le sont d'abord parce qu'ils ont obtenu le métier qu'ils souhaitaient préparer. Tous ces élèves ont une aspiration à l'accès au BTS, et à l'évidence, cette aspiration à l'accès au BTS est un moteur de motivation. C'est aussi pour ça qu'ils rentrent en bac pro. Tous insistent sur le rôle important de leurs enseignants et de la bonne relation aux enseignants. Et globalement, ils réussissent plutôt mieux en BTS production que service. Globalement, donc, si on doit résumer, c'est les 5 points qui me paraissent importants à retenir pour la suite. Plus de la moitié, néanmoins, des publics de bac pro ne sont pas satisfaits. Donc, je suis parti sur les élèves qui réussissent et qui sont contents d'être au LP. Il ne faut pas oublier que, néanmoins, il y en a à peu près plus de la moitié, assez largement plus de la moitié, qui ne sont pas satisfaits de leur orientation et de leur formation, et qui, pour la majorité d'entre eux, vont avoir des difficultés à s'insérer. Et quand ils s'insèrent, c'est rarement dans le métier qu'ils ont préparé au LP. Souvent parce qu'ils n'ont pas obtenu la spécialité qu'ils souhaitaient. Et puis, bien sûr, les formations de CAP, j'en ai peu parlé, là, je suis centré sur les bacs pro, mais les formations de CAP sont globalement en difficulté, on le verra un peu après. Voilà ce que je voulais dire essentiellement sur les données dont on dispose sur ces publics de LP, encore une fois, en centrant sur ceux qui réussissent plutôt leur scolarité au LP. Alors, pour les publics en réussite, c'est-à-dire, encore une fois, environ 40% des publics de LP, on peut dire, on peut faire l'hypothèse que, effectivement, les campus des métiers vont faciliter leur réussite, d'une part parce que, normalement, si ça fonctionne bien, le campus doit faciliter l'amélioration de l'information sur les poursuites d'études et sur l'insertion professionnelle, puisqu'il y a une plus grande linéarité, visibilité des trajectoires possibles et une meilleure information. Et ensuite, si le campus fonctionne et si les élèves trouvent une situation qui leur convient, ça devrait améliorer la fluidité des parcours.
on a vu que ces élèves souhaitent tous continuer en BTS, en tout cas ceux qui réussissent, encore une fois. Et donc, a priori, ça devrait faciliter, le campus doit faciliter ce passage du bac pro au BTS, puisque c'est quand même un des objectifs, voire du BTS à la licence. Petit nombre d'élèves de bac pro qui réussissent les BTS. Alors, je n'ai pas indiqué cette diapositive pour raccourcir mon propos, mais en gros, on peut estimer que le taux de réussite enfin, on n'estime pas, le taux de réussite des bacheliers pro au BTS est de l'ordre de 60% à peu près, un peu plus en production, un peu moins en service. Et donc, 60% de réussite et environ 35% des élèves de bac pro obtiennent une place en BTS. Donc, un calcul rapide nous indique qu'approximativement 20% des élèves qui rentrent en seconde pro aujourd'hui ont des chances de réussir leur BTS. Donc, ça fait quand même 20%, c'est pas négligeable, encore une fois. Donc, pour ces élèves-là, évidemment, donc, le fait d'avoir une fluidité, une lisibilité de parcours possible et une aide pour passer du bac pro au BTS et encore une fois, éventuellement du BTS en licence pro, et également pour alterner éventuellement une formation scolaire, une formation en alternance. On a vu qu'un certain nombre de ces élèves sont attachés au stage et parfois attachés à l'apprentissage. Tout ça fait que on peut considérer que le campus des métiers améliore la possibilité de réussite de ces élèves en LP. Mais il faut tout de suite souligner 3 points qui me paraissent importants, qui sont, je crois, des points sensibles pour ces publics. Le premier, j'ai insisté là-dessus déjà à travers ce qu'on a vu sur les caractéristiques de ces publics, ils ont besoin d'un accompagnement attentif des enseignants. Et donc là, je souligne un point qui m'a frappé quand j'ai lu l'ensemble des documents qui rendent compte, qui font le bilan des CMQ, qui faisaient le bilan des campus des métiers en 2017, et celui qui fait un premier bilan des campus d'excellence cette année, c'est que tous ces documents rendent compte avec beaucoup de détails des modes de gouvernance, des modes d'organisation, des modes d'évaluation, mais évoquent très rarement le travail des enseignants. J'ai fait un petit calcul d'occurrence sur le mot enseignant dans un de ces documents. Il n'est évoqué que 5 ou 6 fois sur un document de 46 pages. Autrement dit, il y a un problème, je crois, là, de reconnaissance du travail des enseignants. Et particulièrement, j'avais interrogé quelques chefs d'établissement qui étaient installés dans ces situations. Les obligations de service, les calculs de rémunération des enseignants, qui sont toujours conçus depuis maintenant de nombreuses décennies en fonction de leur travail devant élèves, rend extrêmement difficile la reconnaissance, pas seulement financière d'ailleurs, pas seulement budgétaire, mais aussi la reconnaissance par le temps de travail accordé, les possibilités de mobilité, etc., de ceux qui s'investissent dans des tâches, notamment d'accompagnement personnalisé des élèves, mais aussi de suivi de stage, de relations avec les partenaires dans le campus, etc. Donc là, il y a un vrai problème qui est difficilement évoqué et qui oblige les chefs d'établissement et leurs agents comptables à des circonvolutions parfois très complexes pour arriver à tenir compte et récompenser le travail de ces enseignants. Deuxième difficulté là qui est propre alors j'ai insisté sur les enseignants parce que je l'ai dit, le travail des enseignants est essentiel pour la réussite des élèves en LP et en BTS aussi d'ailleurs. Deuxième difficulté, la mobilité de ces élèves est en général limitée. Ce sont des familles populaires, donc les transports, le logement, ça coûte cher. Parfois aussi une réticence à s'éloigner du milieu d'origine. Ça, c'est ce qu'ont montré très bien les enquêtes que j'avais faites. Je me souviens, petite anecdote, je crois que j'ai le temps encore, certains élèves qui habitaient Saint-Nazaire ne voulaient pas prendre de stage au sud de la Loire parce que traverser le grand pont de Saint-Nazaire, c'était un problème en scooter où il n'y avait pas assez de bus, etc. Ce sont des familles souvent qui sont assez peu mobiles. Donc, quelle solution pour résoudre ces questions dès lors qu'on induit un parcours qui va passer du LP au BTS, du BTS éventuellement en licence, etc., de l'alternance à la formation initiale. Troisième question, je reviens à la question du décalage entre production et service. La majorité des filières qui sont valorisées dans les CMQ et encore plus dans les CMQ d'excellence, les CMQ d'excellence, c'est 9 filières sur 12, sont des filières qui relèvent de la production. Or, aujourd'hui, vous le savez, il y a quand même une majorité
enfin pas une majorité, mais si, il y a une majorité d'élèves qui sont en service, qui sont dans des spécialités de service, en bac pro, et non pas les spécialités de production. Et à l'intérieur des spécialités de service, il y a notamment une très forte quantité d'élèves. Cette année, enfin l'an dernier, c'était 114 500 sur 522 000, donc 21%, qui sont dans la filière commerce-vente, laquelle est très peu évoquée quand dans les documents qui rendent compte de ce qui se passe dans les campus des métiers et des qualifications. Cette filière est très peu évoquée. C'est presque toujours des bacs pro, des CAP qui relèvent du secteur industriel des productions. Donc ça me semble être une difficulté, hein, qui est d'ailleurs pas récente. C'était vrai déjà au moment des lycées des métiers. C'est facile de définir et de repérer des filières complètes allant du CAP en licence pro dans les secteurs industriels. Ça va être beaucoup plus difficile dans les secteurs de services, et ça dépend des services. Évidemment, hôtellerie, restauration, ça fonctionne. Sanitaire et social, ça fonctionne à peu près, mais le reste, et commerce-vente en particulier, ça fonctionne mal. Donc là, il y a un problème. Quid de ces élèves et de ce qu'on fait d'eux. Pour ces élèves-là, les élèves en difficulté, il est évident qu'il faut se poser la question de ce qu'ils deviennent à l'intérieur d'un campus des métiers. Est-ce qu'il y aura quelque chose de prévu pour l'insertion, pour l'accompagnement, pour la reconversion? À ma connaissance, pour le moment, il n'y en a pas. Et évidemment, encore plus nettement, quid des CAP? Parce qu'en dehors de quelques CAP cités dans ces campus, le reste est relativement peu évoqué. Et donc, on sait bien qu'il y a un problème sur les CAP. Donc, pour conclure, je poserai d'autres questions. Là, je crois que j'ai dit l'essentiel sur ce que je voulais dire sur les élèves et les campus. Des questions qui étaient posées dans le bilan de 2017, et je me demande si elles ne se posent pas toujours. La première, c'est que dans un campus, on fait collaborer des acteurs qui sont dans des temporalités différentes, temporalités courtes pour les entreprises, longues pour l'éducation nationale, moyennes pour les régions. C'est pas facile. Deuxièmement, on centre beaucoup sur le pilotage, je l'ai dit, et du coup, on peut se demander s'il n'y a pas multiplication d'instances et superposition d'instances sur des instances qui existent déjà, ce qui en général ne facilite pas beaucoup le travail. Et puis, dernier point, je l'ai dit, les enseignants concernés sont peu évoqués, alors que le travail dans le cadre d'un campus des métiers suppose une transformation des exigences pour les métiers des enseignants. Voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Monsieur Troget pour sa présentation et son éclairage. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec Sylvaine et notre table ronde d'experts, et je la laisse vous présenter les intervenants. Sylvaine. Merci Valérie. Moi, effectivement, je suis en visioconférence avec Muriel Favre et Lionel Romier. D'ailleurs, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Muriel, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Alors oui, bonjour Sylvaine, bonjour Lionel. Muriel Favre, proviseur en lycée professionnel industriel dans l'académie de Poitiers, sur les métiers process, des services, de la maintenance, de la chaudronnerie et de l'usinage. Maintenance, équipement industriel, auto et moto. Et on va du CAP à la mention complémentaire. Merci beaucoup. Lionel, on vous écoute? Oui, bonjour Sylvaine, bonjour Muriel. Donc Lionel Romier, inspecteur éducation nationale, donc design et métiers d'art sur l'Académie de Versailles. Je suis en charge de la coordination du projet pédagogique du campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence. Et donc je travaille sur les projets pédagogiques de ce campus, notamment, voilà, entre autres. Bien, on va pouvoir commencer. Alors, on va peut-être entamer cette discussion sur une question sur la réforme de la voie professionnelle et du premier dispositif qui a été mis en place, c'est le chef-d'œuvre. Muriel, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le chef-d'œuvre, sa mise en place et comment ça se déroule? La mise en place en elle-même, c'est surtout de la réflexion pédagogique de la part des enseignants, et en fonction du niveau, c'est-à-dire selon que l'on est en CAP ou en bac pro, quelque chose qui permette à des jeunes, sur leur formation, dans l'intégralité, de rentrer dans une démarche très concrète, dont ils vont pouvoir parler lors d'un oral final. Donc, l'idée, en fonction que l'on est en CAP ou en bac pro, n'a pas posé les mêmes problèmes dans les établissements. Pour le nôtre, chaque équipe
est parvenu à trouver des projets qui soient abordables, que l'on puisse accompagner dans le cadre du référentiel, dans des nombres d'heures qui, eux, malheureusement, n'ont pas été allongés. Donc, il y a eu ça tout de même pour les enseignants. On n'a pas encore, bien entendu, été au bout de la démarche, puisque nos premiers chefs-d'œuvre vont être présentés sur cette session. Le temps que l'on peut y voir, c'est tous les avantages, c'est la démarche certificative, hein, puisqu'elle participe au diplôme, de présenter par l'élève un projet qu'il a mené à bien soit seul, soit en équipe avec d'autres camarades. C'est quelque chose qui est sécurisant, c'est accompagné par les enseignants tout au long du parcours, c'est valorisant puisqu'on vient concrètement demander aux jeunes, avec un terme qui est plus que valorisant, le mot chef-d'œuvre a même peut-être un peu fait peur, mais ça leur permet de montrer un peu un projet abouti et d'apprendre à en parler en termes de compétences, de difficultés rencontrées. Donc tout ça, c'est du développement aussi, un peu comme le grand oral des lycéens professionnels, qui logiquement, dans le cadre de la formation, a des aspects formateurs qu'on n'avait pas avant, notamment dans l'auto-évaluation des difficultés rencontrées, de ce qu'eux ont pu solutionner ou pas, c'est pas grave si tout n'est pas complètement parfait. Donc voilà, on y voit quelque chose d'à la fois sécurisant puisque c'est sur l'ensemble du parcours, c'est valorisant, pas uniquement par le terme chef-d'œuvre, mais parce qu'on va quand même consacrer du temps lors d'un oral impressionnant certes, mais auquel nos jeunes n'étant pas encore habitués sont accompagnés en entraînement. Ça fait partie des grosses questions que les équipes pédagogiques se sont posées. Et valorisant parce que dans la formation professionnelle, nous, sur des filières industrielles, on a beaucoup de travail à faire sur l'image que le lycéen professionnel peut avoir de sa formation quand il entre. Donc voilà, sécurisant, valorisant, formateur. Merci beaucoup Muriel. Lionel, vous pouvez nous apporter votre point de vue, s'il vous plaît? Oui, ben je vais rebondir sur ce que vient de dire Muriel. En fait, je suis tout à fait complètement d'accord avec elle quand elle parle effectivement de valorisant. Le chef-d'œuvre a vraiment vocation à ça, à valoriser les parcours des élèves et surtout la professionnalité des élèves. C'est véritablement ça qui est le fil conducteur du chef-d'œuvre. Ce qui m'intéresse aussi dans ce que Muriel a dit, c'est la question d'une réalisation concrète, puisque c'est clairement inscrit comme ça en fait dans les vade-mecum. Alors que ce soit une réalisation matérielle ou une réalisation immatérielle, on est véritablement sur une réalisation qui doit être autant concrète dans l'objet qui va être réalisé que dans la démarche de projet elle-même, et on rentre véritablement dans une évaluation de l'élève tout au long d'un projet, sur un projet long, sur un temps long, sur le projet de 2 ans. Ce qui n'est pas sans poser problème et des questions, en tout cas chez les enseignants, parce qu'on faisait jusqu'ici des projets peut-être sur 1 an, ambitieux, et là il va falloir conduire et apprendre à conduire un projet sur 2 ans. C'est à la fois passionnant et complexe pour les enseignants, parce que ça nécessite de leur part un vrai travail d'ingénierie pédagogique sur le temps long. Et surtout un travail de coordination pluridisciplinaire, puisque le chef-d'œuvre a vocation à être professionnalisant, mais il a aussi vocation à être pluridisciplinaire. Donc, comment toutes les disciplines peuvent y contribuer. Et je retiendrai aussi dans ce que Muriel a dit, la question effectivement du collectif et de l'individuel, qui va nécessiter aussi chez les enseignants l'évaluation de nouvelles compétences qu'on n'avait pas toujours explicitement mises en œuvre, ou en tout cas ciblées dans la plupart des projets. Alors il y a évidemment tout ce qui va être le travail de l'oral et qui va nécessiter des compétences qui se travaillent disciplinairement, mais il y a toutes ces compétences transversales de collaboration, de créativité à plusieurs ou bien seul, de capacité des élèves aussi à prendre du recul par rapport à leur projet. Donc il y a dans le chef-d'œuvre aussi un caractère de réflexivité qui est assez intéressant à mon sens, qui n'est pas encore là sans poser question, mais qui demande aux enseignants une nouvelle forme de professionnalité aussi, très concrètement. Ça amène les enseignants à de nouveaux terrains, à engager de nouvelles réflexions sur la manière de conduire un projet. Et je trouve ça particulièrement passionnant, même si, évidemment, je rejoins Muriel aussi sur le fait que c'est assez complexe pour le moment, parce qu'on en est dans les balbutiements, on est sur les premiers pas qui se mettent en place, et on est sur les premiers partenariats qui se font avec des entreprises ou avec des partenaires institutionnels ou des associations. Donc c'est un sujet qui est véritablement passionnant pour l'élève, intéressant pour l'élève, sécurisant pour l'élève, parce qu'il y a toute une équipe qui s'engage derrière.
Et c'est un sujet qu'il va falloir approfondir maintenant et prendre le temps de cette transformation pour pouvoir gagner en professionnalité des deux côtés, pour les élèves et pour les enseignants qui les accompagnent. Merci. Alors justement, vous parliez des enseignants, on a parlé de collectif, on a parlé d'individuel. À propos des enseignants et de la co-intervention, donc ça se pratiquait déjà pour certaines matières, certains dispositifs en lycée pro. Qu'est-ce que ça va changer, le fait d'amplifier cette co-intervention entre le général et le pro, entre les enseignants? Muriel? Alors, on ne peut pas parler de grands changements. En lycée professionnel, il y a une culture du travail pluridisciplinaire qui est inscrite dans le temps. Hein. Il y a une vingtaine d'années, on parlait de PPCP, de projets pluridisciplinaires à caractère professionnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient changer l'approche du travail en équipe possible en lycée pro. Pour avoir travaillé en collège, en lycée et en lycée pro, là où on a dans l'accompagnement du changement de pratique le moins de travail à faire, c'est en lycée pro. La difficulté, c'est le cadrage horaire et la façon dont les équipes, à mon avis, sur le terrain, je le dirais comme ça, vont s'autoriser à aborder ces temps de co-intervention autrement que dans des grilles horaires figées. Pour l'instant, là aussi, on est dans des balbutiements de nouveaux objectifs. Pour autant, moi, j'ai assez confiance sur le domaine culturel du travail en équipe en lycée pro. Donc là, j'aurais tendance à parler de réformette là-dessus. En revanche, là où il y a un grand changement, c'est que pour l'instant, on est ciblé sur de la co-intervention qui intègre les maths et les lettres. Et c'est dommage que l'on ne l'ouvre pas davantage à d'autres disciplines. Voilà, ça c'est le premier problème parce que d'autres disciplines mériteraient de pouvoir l'intégrer. Je pense notamment, et je ne parle pas parce que Lionel est présent là, mais aux arts appliqués. L'autre aspect, donc dans l'évolution des pratiques, j'y vois d'autres intérêts. Là, c'est en termes RH que je vais parler en tant que chef d'établissement. Beaucoup d'enseignants, en enseignement général, mais aussi en enseignement professionnel, découvrent une nouvelle posture lorsqu'ils accompagnent le jeune dans un univers auquel lui, enseignant, n'est pas familier. On avait la première crainte qui avait été le plus entendue dans l'enseignement général, c'était on va tout de même pas faire nos séances, excusez-moi l'expression, j'ouvre les guillemets, au cul des machines, je ferme les guillemets. On a eu des réactions de ce genre parce que les professeurs d'enseignement général en maths ou en lettres craignaient d'avoir des heures dédiées d'habitude à leur discipline passer trop longtemps dans les ateliers. C'est vrai que c'est en industriel difficilement confortable. Pour autant, depuis que c'est mis en place, donc là c'est pour la 2e année, ils trouvent eux-mêmes leur rythme de croisière, ils trouvent des espaces sécurisants pour eux, c'est important d'en parler, dans la posture professionnelle, de se sentir en sécurité. Et des concessions sont faites des deux côtés. On arrive aujourd'hui, donc à 2e année, à des suggestions de grilles horaires différentes, avec des séances préparées plus massées, par exemple, qui leur permettront de travailler plus en profondeur un aspect plus mathématique ou plus littéraire, ou après, plus en profondeur, un aspect plus technique. Donc voilà, ils trouvent leur chemin. On a un autre avantage, c'est que les professionnels qui se sentaient un peu isolés dans leur discipline et dans leur classe, ils ont gagné une forme de renfort, quelque chose de sécurisant aussi pour l'enseignant, par le fait d'être deux. Et puis après, de façon implicite, ce que l'on voit, c'est que les lignes bougent dans un changement de pratique. Le mot changement est trop fort, mais on les voit évoluer parce que les professionnels se côtoient davantage. Quant à l'élève, un dernier point, quant à l'élève CAP ou Bac Pro, le fait de voir de façon je dirais empirique et très pragmatique, associer des enseignements de maths ou de lettres à ce qu'ils sont en train de faire dans les ateliers, leur permet aussi de voir ces enseignements généraux autrement, de mieux les accepter quand pour certains, lorsqu'ils sont arrivés en lycée pro, ça pouvait être le supplice. Voilà. Merci beaucoup. Lionel, 2 mots ? Oui, on pourrait en dire plus que 2 d'ailleurs, je vais essayer d'être concis.
Je vais d'abord peut-être faire un point qui me paraît assez important parce qu'on a tendance à souvent mélanger les choses. On a le chef-d'œuvre, on a la co-intervention, on peut éventuellement faire de la co-animation dans le chef-d'œuvre. Je pense qu'il est très important, que pour ceux qui nous écoutent, il y a un éclairage là-dessus. La co-intervention, elle a une mission et une fonction, et effectivement, c'est ce que rappelait Muriel, c'est-à-dire un enseignant pour l'instant de lettres avec un enseignant professionnel, ou bien un enseignant de mathématiques, physique, chimie avec un enseignant professionnel, qui vont avoir pour rôle en fait d'expliquer des situations professionnelles qui sont issues du référentiel d'activité professionnelle de l'élève. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est très important et ce qui est intéressant dans ce procédé-là, c'est la volonté de mettre du sens dans les enseignements. Et je pense que c'est ce qui doit amener les élèves à mieux comprendre les situations professionnelles, non pas uniquement sur la tâche, mais comprendre le contexte qui est dans une situation professionnelle, et finalement développer une culture de la profession qui dépasse largement le seul effet. Pour reprendre l'expression de Muriel tout à l'heure, on n'est pas uniquement ici pour serrer un boulon, on comprend l'intégralité de la situation et on peut agir sur cette situation. Donc on pourra, à mon sens, faire de la co-intervention dans du chef-d'œuvre, mais je préfère pour l'instant faire attention à bien distinguer les deux dispositifs, parce qu'on peut faire de la co-animation dans le chef-d'œuvre. On peut avoir deux enseignants qui vont faire du co-enseignement, qui vont travailler de manière pluridisciplinaire, là où dans la co-intervention, on serait plutôt sur de l'interdisciplinaire, puisqu'on est sur un même sujet qu'on va analyser selon sa discipline. Il y a plusieurs manières de faire, et on pourra tout à fait à terme avoir des situations professionnelles qui vont construire un projet qui sera lié dans le chef-d'œuvre. C'est à souhaiter. Je trouve que c'est hyper intéressant, même si là aussi, les enseignants, comme le disait Muriel, je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est en lycée pro probablement qu'il y a une facilité de travailler en pluridisciplinaire et en interdisciplinaire qui se voit de manière assez manifeste. Et il faut continuer à avoir cet état d'esprit-là pour que des enseignants puissent construire des situations. Là, ils ont un peu tâtonné l'année passée. Là, ils commencent à construire des progressions communes et c'est vraiment engageant. Il y a encore des questionnements, il ne faut pas se le cacher. Il y a encore des enseignants qui se posent la question de ce qu'ils peuvent travailler, de la manière dont ils peuvent amener les élèves à leur discipline et voir comment la discipline peut contribuer à faire comprendre une situation à l'élève. Mais je trouve le terrain là aussi assez engageant, parce que on sait que c'est une transformation, on sait que ça va être long, on sait que c'est sur le temps long qu'on va pouvoir construire les choses, et les réflexes sont en train de se prendre. Donc il faut rester très positif par rapport à ça. Et ce serait pour les élèves, en tout cas, c'est à mon sens, on a des retours d'élèves qui nous disent très concrètement à leurs enseignants, qui sont d'une part contents d'avoir deux enseignants dans la classe parce que ils vont pouvoir avoir un appui sur certaines situations, et puis ils sont contents aussi d'avoir deux enseignants dans la classe parce que d'un coup le sens de la situation est beaucoup plus clair pour eux. Je pense qu'il faut retenir ça avant tout. Malgré les difficultés, il y a quand même ce terrain-là qui est quand même très porteur. Il ne faut pas se priver d'expérimenter, parce que c'est en expérimentant et en faisant parfois des erreurs nous-mêmes en tant qu'enseignant ou en tant que cadre qu'on va pouvoir trouver en fait des solutions intéressantes dans chacun des établissements, puisque là il y a aussi une question d'organisation pédagogique qui est due en fait à l'organisation stratégique d'un chef d'établissement. Valérie, je te repasse la parole pour l'émission. Quant à moi, je vais aller présenter quelques ressources en salle de média training. Je vous retrouve en toute fin d'émission. Merci. Merci Sylvaine. Je vous rappelle les modalités d'interaction pour interagir avec nous. On a déjà un certain nombre de questions et je vous en remercie. Donc, lementi.com et Twitter avec le hashtag direct de l'IH2EF. Donc tout de suite, nous accueillons Jean-Pierre Boissin, qui est responsable du pôle régional des campus des métiers et des qualifications de la région académique PACA. Monsieur Boissin, bonjour. Je vais commencer tout de suite par une première question. Quel est pour vous l'intérêt pour un établissement d'intégrer, de s'engager dans un campus des métiers et des qualifications? Oui, le premier enjeu est sur la cohérence qui est possible de donner à une filière professionnelle de formation, et notamment l'articulation entre les différents établissements d'une région, que ce soit les établissements du secondaire ou les établissements du supérieur, et favoriser la fluidité pour les élèves dans les formations professionnelles ou technologiques et dans le cadre de leur orientation. Donc je pense que ça, c'est un premier élément important, que justement ça puisse permettre de donner une cohérence à la carte des formations à l'échelle académique, et que les campus justement puissent être un moyen de structuration de ces filières et d'accélérer dans la mise en
forme justement de l'offre de formation et des évolutions, notamment attendues par les entreprises. Donc je pense que ça, c'est le deuxième volet important de ces campus, c'est le fait d'avoir intégré les entreprises, les acteurs économiques dans la gouvernance des campus, aux côtés des tutelles, que ce soit la tutelle académique avec le recteur de région ou le président du conseil régional. Donc, c'est un point important puisqu'il y a des attentes au niveau des entreprises. Actuellement, par exemple, on a des demandes fortes sur le digital, sur des éléments de ce type, qui peuvent être transversaux aux filières. Et c'est donc important que les campus soient un outil justement qui permette de porter ces innovations, et notamment avec des acteurs, bien sûr les chefs d'établissement, mais aussi les inspecteurs qui ont un rôle à jouer et peuvent justement s'appuyer sur les campus pour ces différentes innovations et être en phase avec les attentes des entreprises. Merci. Alors, donc, on a de l'intérêt pour les établissements de s'intégrer dans ces campus. Donc, vous avez évoqué tout le monde économique aussi, mais justement, pour aller plus loin, quelle peut être cette relation avec le monde économique pour les campus des métiers, pour les établissements? C'est quoi la force, en fait, du monde socio-économique dans ces campus des métiers et des qualifications? Mais je pense qu'il y a un intérêt partagé entre les établissements et les entreprises. C'est notamment l'attractivité des filières professionnelles, et qui est un enjeu pour les deux acteurs, c'est-à-dire un pour le recrutement et orienter des jeunes sur une filière de formation, mais aussi pour les employeurs, que ces jeunes restent après dans le métier qu'ils ont appris dans le cadre de leur formation initiale ou voire aussi ça concerne la formation continue. Et donc, les deux acteurs ont un enjeu majeur sur l'attractivité d'une filière, et notamment quand c'est une filière au niveau régional qui a un poids économique important, eh bien, c'est bien d'avoir les deux acteurs réunis au départ sur leur orientation, mais aussi après que les entreprises jouent leur rôle sur l'insertion professionnelle. Actuellement, par exemple, moi je vois sur certaines filières, comme le tourisme et l'hôtellerie, il y a des enjeux énormes pour les entreprises pour être plus attractives, notamment parce que les nouvelles générations n'ont pas les mêmes attentes au niveau professionnel. Pour faire simple, je dirais le gagner plus et travailler plus, qui pouvait fonctionner par exemple dans une filière comme l'hôtellerie et la restauration au cours des 20 ou 30 dernières années, est un argument qui fonctionne moins bien aujourd'hui, et donc des employeurs, des entreprises de la restauration et de l'hôtellerie sont en capacité aujourd'hui d'essayer d'avoir une innovation organisationnelle pour justement être plus en phase avec les attentes des jeunes générations et pouvoir les intégrer dans leurs entreprises de façon durable. Donc c'est là où il peut y avoir des interactions fortes entre les établissements de formation, les entreprises, sur des intérêts partagés, sur, encore une fois, le partage et l'attractivité d'une filière, et notamment par l'insertion professionnelle. Mais merci. On a abordé tout à l'heure là aussi l'aspect des chefs-d'œuvre. Quel regard vous portez, vous, sur le chef-d'œuvre? Je pense que c'est une belle opportunité justement dans les filières professionnelles pour pouvoir communiquer auprès des différents acteurs sur ce qui est réalisé dans le cadre des formations professionnelles, en particulier auprès des entreprises, donner plus de visibilité, de lisibilité. Et justement, là aussi, les campus peuvent être un moyen de fédérer au niveau d'une région ou d'un territoire les acteurs, pour réunir des moyens, puisque la réalisation de ces chefs-d'œuvre demande des moyens matériels, financiers, et les campus peuvent jouer ce rôle. Et nous avons eu une présentation dernièrement d'une expérience dans les Hauts-de-France, justement, où deux campus, là aussi du tourisme et de l'hôtellerie, et un autre de tout ce qui relève du design, ont pu travailler ensemble, d'une part pour rechercher des moyens, pour réunir des moyens matériels et financiers à disposition des établissements, et y compris d'avoir une offre de pluricompétences ou pluridisciplinaire entre ces deux campus pour justement réaliser ces chefs-d'œuvre et avoir une offre plus globale sur le territoire et une plus forte visibilité en associant ces deux campus et sur la recherche de moyens pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
de cette intervention. Je vais peut-être demander à Monsieur Troget s'il souhaite intervenir sur les présentations qu'on a eues, nous faire un petit retour par rapport aux différents échanges qui ont déjà été abordés. Monsieur Troget. Oui, mais avec plaisir. Donc, écoutez, je crois que ce qu'on peut dire, si on doit tenter une synthèse des propos qui viennent d'être tenus par nos trois interlocuteurs et par mon exposé au départ, c'est qu'effectivement, je crois que les campus des métiers constituent certainement une chance, d'une part, d'améliorer la fluidité des parcours des élèves, depuis le lycée professionnel jusqu'au BTS et peut-être ailleurs, de la fluidité aussi par des passages éventuels entre de l'apprentissage à la formation initiale scolarisée et inversement. Beaucoup de gens, beaucoup de nous avons insisté sur la question du chef-d'œuvre qui est effectivement, sans être une totale nouveauté, hein, on l'a dit, mais en même temps qui permet très probablement à la fois de donner une image positive du travail des élèves, de mettre en collaboration des profs, des élèves, de travailler en équipe et de montrer ce qu'ils savent faire. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut améliorer et faciliter les trajectoires des élèves et donner du sens à leur trajectoire dans les lycées professionnels. De la même manière, c'est sans doute aussi, c'est ce qu'a dit Jean-Pierre Boisson, ça peut donner aussi aux entreprises qui s'investissent dans un campus des métiers une meilleure image de ce que les élèves font en LP, de ce qu'ils sont capables de faire, etc. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a aucun doute que le campus des métiers, c'est quelque chose de tout à fait positif pour les LP. Néanmoins, c'est mon travail d'universitaire de mettre le doigt sur les choses qui sont plus complexes. Je crois qu'on a tous retenu que ça suppose de la part des enseignants une transformation, pas seulement de leur travail, mais quasiment de leur métier. Alors, comme l'a dit Muriel, c'est une transformation qui, dans les LP, existe depuis déjà longtemps, mais qui n'a jamais été vraiment actée institutionnellement dans la manière de, par exemple, compter les heures de travail, reconnaître le travail, etc. Et je suis sûr que, Alors, comme oui, justement, excusez-moi, j'avais une question justement qui allait dans ce sens-là. Est-ce que pour vous, les campus des métiers et des qualifications pourraient agir en tout cas en faveur de la reconnaissance justement des enseignants dans cet engagement sur les voies professionnelles? Mais ça supposerait, et d'ailleurs Jean-Pierre Basson en a parlé un petit peu, ça supposerait que politiquement, c'est-à-dire dans la gestion de ces campus, ce qui soit au centre des décisions qui sont prises, c'est moins la gouvernance des campus et la question de savoir qui prend les responsabilités, etc. Plutôt, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faciliter le travail des enseignants et de leurs équipes à l'intérieur, de manière à ce que tout ce temps de travail qu'ils consacrent, parce que c'est très chronophage de s'occuper des stages, d'aller voir des partenaires, de travailler en équipe. On dit travailler en équipe, comme ça c'est joli, mais travailler en équipe, les établissements scolaires ne sont pas conçus pour ça en France. Hein. Je vais donner un simple exemple, c'est amusant parce que tout à l'heure, Muriel citait le fait que les profs des matières professionnelles se sentaient bien de travailler avec un prof d'enseignement général et que les élèves, tout d'un coup, s'apercevaient que le prof d'enseignement général n'était pas seulement une sorte d'ectoplasme intellectuel, mais un être humain capable d'avoir des sentiments et de travailler. C'est drôle parce que j'ai vécu ça il y a 35 ans quand j'étais PLP, parce que je faisais partie des PLP de lettres-histoire qui allaient bosser avec les collègues d'atelier, puisque j'étais dans un... Donc ça, c'est une réalité, c'est sûr que ça marche, mais comment faire pour que le temps de travail et la manière de penser l'organisation du travail d'établissement facilite ça. Et c'est là qu'on parle de reconnaissance, c'est-à-dire les enseignants le font, mais ils aimeraient bien quand même que ça soit facilité et que notamment toutes les règles administratives budgétaires ne soient pas des obstacles à ça, mais au contraire quelque chose qui facilite. Et ça, je crois que c'est vraiment central. C'était dans mon propos tout à l'heure, je crois qu'on l'a entendu. Et c'est à ce prix-là que les campus des métiers fonctionneront et qu'ils deviendront effectivement certainement un avenir pour les LP. On a eu plusieurs questions sur la co-intervention et notamment sur comment dépasser les réticences professionnelles sur la co-intervention. Alors peut-être Lionel Romier, si vous souhaitez répondre à cette question.
Je peux essayer tout du moins. Oui, comment dépasser les réticences professionnelles? La question est complexe parce qu'elle touche à la fois l'organisation de l'établissement et elle touche aussi la culture enseignante, je crois. Et on dépassera les réticences quand on aura des enseignants qui auront gagné en habitude sur, d'une part, la manière, enfin le fond des cours qu'ils vont monter en co-intervention. Qu'est-ce que c'est qu'une situation professionnelle problématisée? Comment est-ce qu'on amène l'élève à la comprendre? Comment est-ce qu'on intervient sur le fond, de chacun dans sa discipline pour traiter le même sujet? Ça, c'est un travail qui est en train de tout doucement de s'affirmer, qui est en train de se construire. Et je pense qu'il y a aussi un vrai travail d'animation commune qui fait partie peut-être des grandes nouveautés de cette co-intervention et qui n'est pas forcément encore enseigné dans la formation initiale des enseignants, à savoir comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'enseignant de disciplines différentes dans un même cours quand on établit on travaille sur un même sujet. Comment dépasser ces réticences? Pour y répondre franchement, je pense qu'il faudra travailler ces deux domaines-là, à savoir autant le fond que la forme, autant la manière d'animer que le fond, que le sens de ce qu'on est en train de travailler avec les élèves, parce qu'on va gagner en tant qu'enseignant en professionnalité quand on sera aussi bon animateur que pédagogue et que bon didacticien, en fait. Voilà, je pense que c'est en allant travailler ces deux sujets-là, parce que pour moi, ils sont fondamentaux dans l'intervention, ils réinterrogent le métier d'enseignant à ce niveau-là. C'est probablement la grosse nouveauté de cette transformation. Co-enseigner, on a toujours su le faire, mais on l'a toujours fait de manière empirique, de manière, on va dire, selon les affinités des uns et des autres. Et ça, je pense que Muriel sera tout à fait d'accord pour le dire, et autant que Monsieur Troget. Quand on a été enseignant longtemps, on sait qu'on a des affinités, qu'on monte des projets très facilement quand les affinités sont là. La question, c'est que la co-intervention, maintenant, elle demande à se professionnaliser et de travailler avec des personnes qu'on connaît plus ou moins, mais avec qui il va falloir véritablement apprendre à fonctionner pour le bien des élèves et pour le sens des cours qu'on mène. Je vais me tourner vers Jean-Pierre Boissin pour connaître qui nous parle de l'entrepreneuriat. On nous pose la question de quelle place pour l'entrepreneuriat justement dans ces campus des métiers et des qualifications. Les campus sont une belle opportunité pour le développement de l'entrepreneuriat dans la formation initiale et notamment dans les lycées. Que c'est justement une discipline transversale qui concerne différents campus. Il y a un enjeu énorme avec le statut étudiant-entrepreneur et justement là aussi de faire le pont entre le secondaire et le supérieur, et en particulier sur l'attractivité des formations professionnelles. Je pense que l'entrepreneuriat est un très bon moyen de donner un autre aperçu aux élèves sur leur formation, c'est-à-dire qu'en termes de débouchés et de développement, qu'ils puissent mieux connaître les carrières entrepreneuriales, j'ai envie de dire. Alors, dans certaines filières, c'est très connu par les élèves. Si je reprends l'exemple de l'hôtellerie et de la restauration, j'avais fait des travaux là-dessus il y a une dizaine d'années, et dans les filières de l'hôtellerie et de la restauration, les jeunes intègrent l'entrepreneuriat depuis très longtemps comme un débouché, et ils savent très bien qu'au bout de 3 ou 4 ans, ils ont pour objectif de créer une activité ou de reprendre une activité. Et j'ai envie de dire, l'opportunité importante aujourd'hui, c'est que la pyramide des âges des chefs d'entreprise, notamment dans les activités artisanales ou les TPE, étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de pépi boom, il y a énormément d'entreprises à reprendre, notamment dans le monde rural, des petites structures. Et je pense que ça, c'est une grande opportunité pour donner une forte attractivité aux formations professionnelles actuellement, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. Et on voit dans la formation continue des cadres qui viennent vers la formation professionnelle, tout simplement, pour accéder à des métiers traditionnels. Et donc là-dessus, il y a une belle opportunité, mais c'est aussi à nous à la mettre, je dirais, en mouvement, et qu'elle soit mieux connue par les jeunes dans leur cursus sur cette opportunité qu'il y a sur les créations d'activités. J'ai une dernière question peut-être pour Muriel, justement. On demandait spécifiquement à Muriel si elle pouvait nous donner des exemples concrets de chefs-d'œuvre réalisés. Pour l'instant, ils ne sont pas encore réalisés, ils sont en voie de réalisation. Les premiers en CAP vont être présentés
au mois de mai, juin. Donc, on n'a pas d'exemple concret. On a plus d'exemples de sujets de travail en co-intervention pour l'instant. Et est-ce que vous pouvez nous en donner 2 ou 3, ou 1 ou 2? Alors, en co-intervention, de façon un peu concrète, sur le travail des lettres et l'élocution, sur la création de tutos, par exemple, en mécanique moto, des choses du genre. Là, au chef-d'œuvre, on a tout un travail, j'y pense là de suite, sur la réalisation, la réparation d'un moteur en moto. De la part d'un enseignant qui a une commande pour une équipe voilà, qui vont travailler là-dessus. Il n'est pas dit que ce soit abouti, dans le sens où techniquement et matériellement, ça demande de l'investissement et qu'on n'est pas financièrement apte à avoir toute la matière d'œuvre requise. Pour autant, voilà, on est sur l'évaluation dans le chef-d'œuvre pour nous de tout ce qui aura été investi par l'élève ou par l'équipe d'élèves qui aura travaillé dessus lorsque ce sera abouti. Pourquoi est-ce que je ne vous donne pas d'exemple complètement concret? C'est parce qu'il y a beaucoup eu de balbutiements et que les choses s'essayent sur des petites périodes. On n'est pas encore sur l'intégralité d'un parcours. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre, mais on s'est autorisé, en tout cas dans mon lycée, à procéder par petites étapes et voir ce qui serait retenu. Parce qu'il fallait sécuriser aussi ce parcours d'aller au bout du chef-d'œuvre pour la version certificative. On retiendra ce qu'il y a de mieux selon le choix de l'élève et des enseignants qui auront accompagné. Les enseignants dans l'équipe disciplinaire de l'enseignement professionnel, hein, plus précisément. On se donne du temps parce que, juste pour compléter par rapport à ce que j'entendais, le temps de formation pour les enseignants pour s'engager dans cette réforme, notamment sur le chef-d'œuvre, le temps d'échange informel et formel, et le temps de bilan, il ne donne pas encore satisfaction. On n'a pas eu le temps de faire des bilans sur les difficultés que travailler ensemble ça pouvait représenter, comment on intervient. Muriel, je suis désolée, je vais être obligée vraiment de vous couper. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un direct peut-être l'année prochaine sur le sujet et on pourra avoir un retour et un peu plus d'expérience sur ces éléments-là. En tout cas, c'est des questions que se posaient nos auditeurs. Je vais laisser maintenant la parole à Sylvaine pour la présentation de l'infographie de ce direct. Sylvaine, c'est à toi. Oui, merci Valérie. Je vous parle depuis la salle de Média Training où effectivement je vais vous parler de l'infographie que vous commencez à connaître maintenant puisqu'elle nous sert de support de communication et diffusée sur les réseaux sociaux et les différents canaux de communication. Donc on va essentiellement se concentrer sur les ressources qui vous sont présentées sur cette page, que vous retrouverez bien sûr sur le site de l'IH2EF, accompagnant donc le lien vers le replay de ce webinaire. Alors, première ressource, donc, un ouvrage collectif auquel a participé Vincent Troget, donc, que nous venons d'entendre, que vous retrouverez sur notre portail documentaire, dont je vous donnerai les liens d'accès tout à l'heure. Donc voilà, le bac professionnel, impasse ou nouvelle chance, les lycées professionnels à l'épreuve des politiques éducatives. Donc ouvrage collectif, je vous l'ai dit, coécrit avec Pierre-Yves Bernard et James Macy, publié en 2016, donc qui a 4 ans, mais qui aborde toujours les mêmes problématiques qui sont toujours d'actualité. Une deuxième ressource, donc toujours écrite par Vincent Troget, qui est un petit peu plus récente, qui date de l'époque où ont commencé les réformes, à être mises en place les réformes de la voie professionnelle. Un article dans les cahiers français numéro 406 de septembre 2018, dont je vous présente la notice qui figure toujours sur notre portail documentaire. La voie professionnelle scolaire, quelle réforme? Donc voilà, on approfondit un petit peu les réformes qui ont été initiées en 2018, ses objectifs et les problématiques à définir. Une troisième ressource et quatrième, elles sont liées et on les retrouve sur le site institutionnel education.gouv. Donc une page qui est consacrée à la voie professionnelle au lycée, qui reprend tous les éléments présentant la réforme et tous les dispositifs qui ont été et qui vont être encore mis en place. Donc je vous la présente rapidement. Vous connaissez bien sûr le site education.gouv.
énormément de ressources sur cette page-là. Vous y retrouverez notamment la carte des campus des métiers et des qualifications, ainsi que le détail de chacun de ces CMQ, et notamment les campus d'excellence également. Voilà, je ne vais pas défiler toute la page, je vous laisse le soin d'aller la consulter tranquillement chez vous. Et la dernière, donc, comme je vous le disais, une page plus spécifique consacrée au campus des métiers et des qualifications et campus des métiers et des qualifications d'excellence. Donc là, on y retrouvera tout le détail concernant chacun de ces campus. Je vous ai parlé tout à l'heure du Learning Center de l'IH2EF. Donc je vous le présente très brièvement. À partir du site de l'IH2EF, vous tapez Learning Center dans la barre de recherche, c'est le plus simple. Et vous allez arriver donc sur la page de présentation avec ici le lien vers le portail documentaire et les dates et horaires d'ouverture et surtout nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un renseignement, si vous êtes à la recherche de ressources, si on peut vous renseigner, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. D'autres ressources bibliographiques seront mises en ligne sur le site, accompagnant toujours le webinaire. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente année 2021, en espérant qu'elle sera meilleure que l'année 2020, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Je repasse la parole à Valérie en studio qui va apporter ses mots de conclusion. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de l'IH2EF qui nous soutiennent et qui nous accompagnent sur tout ce dispositif. Rendez-vous le 2 février pour le prochain direct consacré à l'auto-évaluation des établissements. Ce sera la deuxième partie. Merci beaucoup, au revoir. Merci Sylvaine. Il me reste à remercier les intervenants de ce direct, Monsieur Boissin, Roger Romier et Madame Favre, qui nous ont fait des interventions très enrichissantes et j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de pouvoir rééchanger avec eux très prochainement. Tous mes voeux à nouveau et à très bientôt pour les directs de l'IH2EF. Au revoir.